Pas de course encore ce matin, on me fait des signes avec des mains pour me faire savoir que nos invités doivent être assis aussi rapidement que possible. On joue à pile ou face tous les matins. Et bien sûr, docteur Essomba Luison est sur ce plateau ce matin. Bonjour docteur. Bonjour Steve Hugo, bonjour à tous les téléspectateurs de DBS. Et justement, maître Hyom Théo est également là ce matin. Bonjour. Bonjour Steve. Messieurs, je vous souhaite déjà de passer un bon week-end. Déjà, c'est un bon début de week-end à vous également. Merci. Messieurs, j'ai un souci. Quelqu'un m'a appelé ce matin pour me faire savoir qu'ils n'ont pas bien compris les 19 résolutions prises par le gouvernement en ce qui concerne précisément la fiscalité. Elles concernent concrètement qui? Je commence par vous, maître. Alors, concrètement, les mesures fiscales qui ont été prises concernent à peu près tout le monde, mais plus les commerçants, à savoir les commerçants personnes physiques ou les commerçants personnes morales des entreprises. Donc, parmi les mesures, il y a le crédit TVA de 25 milliards qui est accordé aux entreprises. Il faut savoir que le crédit TVA, bon, que j'explique tout d'abord. Allez-y. Certaines entreprises payent le TVA en avance. C'est-à-dire que avec l'administration fiscale, les impôts, ils ont une façon de fonctionner qui fait en sorte que, au vu du volume ou alors de ce qu'on envisage d'avoir comme marchandises, comme importation, comme exportation, on paye un certain nombre d'impôts. Et à la fin de l'année, en fonction du flux, on évalue et ce qui est resté de ce qu'on a versé nous est reversé par l'administration fiscale. Oui. C'est ça le crédit TVA. Donc le crédit TVA de 25 milliards est accordé à certaines entreprises. On a décalé ou suspendu le contrôle des impôts pour certaines entreprises, le contrôle sur place, parce qu'il faut savoir que des entreprises sont les services des impôts se rendent dans les entreprises souvent pour vérifier leurs états financiers. Donc cela a été suspendu. L'impôt libératoire, c'est un impôt, suspendu. C'est un impôt qui est versé par les petits commerçants. L'impôt libératoire est le seul impôt qui est versé par certains commerçants durant l'année. Cet impôt-là a été suspendu. Donc il y a toutes ces mesures-là qui ont été prises pour les grands commerçants et les petits commerçants. Maintenant, en fonction de son régime, on évalue, parmi les mesures qui ont été prises, on évalue donc ce qui s'applique à nous. Et puis, Docteur Essomba, l'OTVP également en fait partie? Parce qu'il y a des mamans qui sont au bord de la route, il y a également des colboxeuses. Est-ce que cela aussi, elles aussi, elles ont été prises en compte dans justement cette fiscalité? Oui, justement. Ce qu'il faut pouvoir dire, c'est quoi? C'est que ces mesures entrent dans ce qu'on appelle les politiques publiques fiscales, qui ont certainement un impact sur la société, un impact sur tout ce qui exerce une activité commerciale. Et bien évidemment, cela rentre dans ce qu'on appelle les allègements fiscaux. C'est-à-dire que pour permettre, donc, compte tenu de la situation de crise sanitaire, pour permettre donc, aux de se relancer, de se relancer économiquement et financièrement. Donc, l'OTVP, effectivement, fait partie de cette mesure. Partie. Donc, cela veut dire que la dame, par exemple, qui fait le callbox, elle n'a pas le droit de payer cette OTVP. Oui, justement, au regard des mesures qui ont été prises. Et la dame qui vend la tomate également au bord de la route? En principe, déjà, il faut se demander si la dame qui va au bord de la route doit payer l'OTVP. Ça, c'est un autre débat. D'accord? Disons que oui. Oui, c'est un impôt local. Oui, dans ces conditions-là, on peut imaginer que cette dame-là ne devrait pas payer. Mais comme je vous ai dit l'autre jour... Pourtant, je vais vous dire une chose, parce que vous êtes là, vous êtes des hommes de droit, vous êtes avec moi, je vous expose les problèmes, comme on me les expose également. Problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnels des mairies qui se lèvent pour venir justement demander cet impôt depuis quelques jours. Alors, est-ce qu'ils ont le droit de demander? Justement, est-ce qu'ils ont le droit de demander? J'ai envie de dire, purement juridiquement, oui. D'accord? Oui. Au vu de la situation sanitaire et des mesures prises par le gouvernement, non. Je m'explique. Je vous parle par exemple au cas d'hier, qu'il y a justement des personnes qui sont descendues sur le terrain, pour ne pas dire dans les rues, pour aller réclamer justement cette OTVP. Non, ça veut dire que Steve Goss, ceux-là n'ont pas pu prendre le soin de lire et d'entrer à accord avec les nouvelles prescriptions qui ont été dernièrement prises. Parce qu'en réalité, comme il le dit si bien avec pertinence, dans le principe, oui,
Mais nous sommes dans une situation de crise sanitaire et ce que j'appellerais un ordre public sanitaire qui est justement, qui impacte sur la vie sociale des Camerounais, d'où donc la nécessité justement que les mairies ou bien les exécutifs communaux prennent en compte les prescriptions qui sont contenues qui rentrent dans la lutte véritable contre cette pandémie, d'où dans la nécessité de ne pas prélever un tel impôt que je qualifie d'impôt local. Justement, parce que c'est un impôt local. C'est un impôt local. Voilà, justement. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, les mairies n'ont pas le droit de réclamer cet impôt. Non, pas qu'elles n'ont pas le droit. Comme on vous l'explique, cet impôt local devrait être payé. Mais compte tenu des prescriptions du gouvernement et de l'état dans lequel le pays se trouve en raison de cette crise sanitaire, il devrait comprendre et rentrer dans cette politique fiscale. Maintenant qu'il ne respecte pas justement ce que les prescriptions du chef de l'État, justement on parle de ces 25 prescriptions, 19 prescriptions autant pour moi, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut bien que quelqu'un puisse sauver ses femmes, et ces femmes ou alors ces vendeuses au bord de la rue. Et dans les marchés également. Oui. Bon, j'ai eu envie de dire qu'il y a des voies de recours, mais bon, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais je pense que quelqu'un devrait rappeler à ces exécutifs communaux les mesures qui ont été prises par le gouvernement et que ces mesures-là soient répercutées à leurs agents sur le terrain. Mais comme je vous ai dit dernièrement, moi j'ai un problème avec des prescriptions ou alors des impôts qui sont prévus par des lois et qui sont suspendus ou annulés par des communiqués. D'accord? À partir de ce moment-là, effectivement, on va se retrouver dans ce genre de situation où des gens n'ont pas une mesure contraignante pour les empêcher de rentrer collecter ces impôts-là. Donc, on est dans une sorte d'imbroglio juridique qui fait en sorte que des gens qui ne sont pas supposés à ce moment-ci prélever des impôts, vont prélever des impôts simplement parce qu'il n'y a pas un instrument juridique qui les contraint à ne pas prendre cet impôt. Oui, justement, parce que là... On parle de communiqué de décret. Parce que là, à un moment donné, comme on passe par un communiqué pour parler de ces 19 prescriptions du chef de l'État, il fallait encore un autre décret, docteur Isomba? Oui, en réalité, ces prescriptions sont contenues dans ce que j'appellerais des mesures de police administrative ou des mesures de police sanitaire, puisque nous sommes en présence d'une pandémie mortifère et mortelle. Donc, en réalité, qui crée ce que j'appellerais un ordre public sanitaire. Oui. D'où donc la nécessité pour les exécutifs communaux et tous ceux qui sont impliqués de comprendre qu'en réalité, il a si bien souligné, c'est-à-dire que nous sommes dans ce que j'appellerais la législation fiscale, c'est-à-dire que la loi fiscale, puisque c'est la loi, vous savez que la fiscalité est d'abord contenue dans la Constitution, avant justement de voir un certain nombre de ces dispositions être encadrées par les lois. Ça veut donc dire que lorsqu'un communiqué ou bien une prescription gouvernementale arrive à pouvoir indiquer, par le contre-pied de ce que prévoit la loi ou la Constitution, il y a donc un véritable problème sur le terrain de la pratique. Non, il n'y a pas de vide juridique. C'est simplement que nous sommes dans ce que j'appellerais une situation d'exception. Et en situation d'exception, des mesures exceptionnelles. D'où justement la nécessité pour les uns et les autres de comprendre la nécessité de l'intervention du gouvernement à travers ces mesures de police sanitaire pour que les uns et les autres ne rentrent pas dans le jeu habituel, c'est-à-dire qui consiste à aller recueillir, à aller recouvrer de l'argent sur le terrain, justement parce que ces prescriptions sont inscrites dans ce que j'appelle tout à l'heure une situation d'exception. Il devait donc comprendre qu'il n'y a pas lieu d'aller prélever les 10 impôts. Justement, parlant de cette situation d'exception, fallait-il un décret à la place d'un communiqué? Alors, dans des situations d'urgence comme celle-ci, ou des situations d'exception, la Constitution prévoit des mesures, d'accord? La Constitution prévoit des canevas dans lesquels des mesures d'exception peuvent être prises. On aurait pu évoquer l'état d'urgence sanitaire, par exemple, pour permettre au gouvernement et particulièrement au président de la République de prendre une ordonnance. Voilà, des ordonnances qui permettent d'annuler, de suspendre un certain nombre de choses. On ne l'a pas fait pour des raisons que je ne comprends pas. Pourtant, c'est possible, c'est faisable, c'est prévu par la Constitution. Donc, on s'est contenté. Je comprends l'urgence et d'une prescription. Voilà, on s'est contenté de communiquer. Depuis le début de cette crise, le gouvernement fait des communiqués. Il y a
quelques ministères, je pense que le ministre de l'administration territoriale qui a pris un arrêté qui va dans le sens des mesures. Il y a aussi le ministre des Transports qui a pris une lettre circulaire. Mais jusque-là, ces actes qui sont pris ne sont pas en phase avec ce que la Constitution prévoit. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans des situations comme celle-ci, où des exécutifs communaux refusent, parce que c'est de ça qu'il s'agit, refusent de suivre les prescriptions gouvernementales. Et c'est un tort justement parce que, comme nous l'indiquons avec force et vigueur, nous sommes dans une situation de crise. Nous sommes dans une situation de déception. C'est pourquoi je dis, en période de déception, des mesures exceptionnelles. Ça veut donc dire qu'en réalité, tous ces exécutifs communaux devaient comprendre que la lutte contre cette pandémie mortifère et mortelle impose donc à l'État de prendre des mesures exceptionnelles qui méritent donc d'être exécutées sur le terrain de la pratique. Vous qui êtes enseignant, et puisque vous êtes là, messieurs, vous êtes du droit, je vais vous commencer par vous. C'est quoi un décret? Quelle est la différence entre un communiqué, un décret et une prescription? Alors, ce qu'il faut pouvoir dire, c'est que dans la hiérarchie des actes administratifs, le décret est l'acte le plus élevé. Oui. Et il n'y a que deux personnalités qui prennent les actes par décret, le président de la République et le Premier ministre. Et maintenant, les communiqués, c'est-à-dire qu'un communiqué, c'est un acte administratif, certes, mais qui, dans la hiérarchie des actes, occupe le dernier palier. C'est-à-dire que, d'ailleurs, au niveau de son autorité, parce qu'un communiqué, dans le principe, n'a pour mission et pour ambition que d'informer. Par exemple, le directeur de la chaîne dit, nous informons à tout le personnel que nous avons réunion à 15 heures. Vous voyez, donc il y a un souci d'information. Alors, si dans le communiqué, le directeur dit, nous avons réunion à 15 heures et qu'à 14h50, tout le personnel soit là, ce communiqué fait rentrer une prescription qui modifie l'ordonnancement juridique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la réunion est à 15 heures, vous pouvez venir à 15h moins 2. Mais vous serez présent. Mais en consignant dans le communiqué que vous devez être là forcément à 14h30, cela veut dire que le communiqué peut cesser de jouer son rôle d'information pour devenir un acte exécutoire, c'est-à-dire un acte qui crée en vous des droits et des obligations, surtout l'obligation d'être là à 14h30. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité que dans la hiérarchie des actes juridiques, pour se résumer, le communiqué est le dernier dans la hiérarchie des actes, c'est-à-dire le dernier acte dans la hiérarchie des actes au niveau de sa valeur juridique. Parce et maintenant, c'est quoi un arrêté? Bon, un arrêté, c'est toujours un acte administratif. En fait, dans l'ordonnancement des actes, vous avez le décret, vous avez les arrêtés. Bon, vous pouvez maintenant avoir, si possible, des communiqués, vous pouvez avoir des circulaires, disons dans le bon classement, décret, arrêté, circulaire. Maintenant, vous pouvez avoir un communiqué qui intervient donc en dessous des actes administratifs au niveau de leur supériorité. Je vais aller avec vous. Qu'est-ce qu'il fallait donc faire? Il fallait un décret pour que toutes ces prescriptions soient respectées? Je pense qu'on aurait pu avoir soit une ordonnance, soit des décrets, mais en tout cas, conformément aux dispositions de la Constitution, prononcées, à mon sens, en état d'urgence sanitaire, qui aurait permis au président de la République et éventuellement à quelqu'un qui l'aurait délégué de prendre des actes comme des décrets ou des ordonnances qui permettaient d'annuler ou de suspendre un certain type d'impôt ou d'obligation. Et comme l'a rappelé le prof, le communiqué, dans sa force probante, ne vaut pas grand-chose. En fait, c'est ce qu'il essayait de vous dire. Ça ne vaut pas grand-chose, ça signifie qu'on n'est pas obligé de le respecter. C'est la question que moi je veux comprendre. Non, pas qu'on n'est pas obligé de le respecter. Vous voyez, les mesures qui sont suspendues ou qui sont annulées sont prévues par des lois. Comme il a dit, dans l'ordonnancement juridique, dans la hiérarchie des normes, les lois sont au-dessus. Alors, quand vous prenez des communiqués qui ont moins de force probante que les lois, en principe, celui qui respecte la loi n'est pas, n'est pas sanctionnable de façon, empirique. Il n'est pas sanctionnable. Donc, maintenant, on peut comprendre que dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, on peut comprendre les prescriptions du gouvernement et les appliquer, mais il aurait fallu que le gouvernement s'y prenne de la façon la plus légale. La plus légale. Messieurs, je vais sortir avec vous pour vous poser cette question que un de mes techniciens me pose d'ailleurs. Dans certaines régions, il y a des boutiques, des marchés qui ont été scellés. Et que peuvent faire justement ces commerçants alors que la loi, cette prescription avait déjà été prise? Il faut déjà savoir pourquoi les marchés ont été scellés. Parce que certains
Les boutiques, hein. Je parle des boutiques qui ont été scellées. Il faut savoir pourquoi certaines boutiques ont été scellées. Je n'ai pas souvenance d'une prescription gouvernementale qui dit que toutes les boutiques doivent être fermées. Donc, si les boutiques ont été scellées, c'est certainement pour une raison autre que le fait qu'elles sont ouvertes. Vous comprenez? Donc, il faut savoir pourquoi est-ce que les boutiques ont été scellées. Voilà. Maintenant, est-ce que les boutiques n'avaient pas respecté, n'avaient pas payé l'impôt et donc à cause des pressions gouvernementales et donc les exécutifs communaux ont décidé de fermer les boutiques. Il faut savoir si c'est réellement cela. Mais si c'est cela... Ces boutiques, elles ne doivent pas profiter justement des prescriptions si un temps soit peu elles avaient des arriérés dans le paiement de leurs impôts? Non, pas profiter. En fait, à ce moment-ci, tout est suspendu en ce qui concerne l'impôt libératoire, par exemple. Parce que quand vous évoquez ces boutiques du marché-là, la plupart payent l'impôt libératoire, d'accord? Si l'impôt libératoire est suspendu, en principe, si c'est pour ça que ces boutiques-là sont fermées, elles peuvent simplement saisir le sous-préfet ou le préfet. Si avant les prescriptions, ces boutiques avaient justement, il faut le dire comme ça, des crédits de paiement de cet impôt libératoire, est-ce qu'elles vont profiter des nouvelles prescriptions du chef de l'État? Bon, maintenant, la question... je vous pose juste une question. Oui. Parce qu'il y a des gens qui nous regardent. C'est pour ça que je demande, c'est pour ça que je dis qu'il faut savoir pourquoi ces boutiques ont été scellées. D'accord? Ça peut être pour des raisons autres que ce qu'on est en train d'évoquer. Mais si c'est pour ces raisons-ci, je pense que le moment est mal choisi pour sceller des boutiques. Donc on n'a pas le droit de sceller ces boutiques? Pas qu'on n'a pas le droit. Je dis que le moment est mal choisi et que les boutiques ou les boutiquiers peuvent saisir le préfet ou le sous-préfet du coin pour demander à ce que les prescriptions gouvernementales soient respectées par les exécutifs communaux. Donc, docteur... Non, on parle simplement d'un principe général du droit, que la loi ne préveut que pour l'avenir. Donc, en réalité, si ces boutiques ont eu des antécédents antérieurs, bon, ça peut se justifier. Mais si c'est dans le cas actuel, au regard des prescriptions gouvernementales qui ont été prises, il faudrait justement qu'elles ne soient pas fermées. Et comme l'a indiqué Maître, il est important, à ce moment-là, de saisir les autorités de police de la place, le sous-préfet ou le préfet, justement pour la levée des scellés. Pour la levée des scellés. Monsieur, je vous dis merci en tout cas d'avoir été de nous ce matin. Maintenant, merci d'avoir pris votre temps pour être avec nous ce matin. Docteur Essomba, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateau pour tous ces éclaircissements sur certains sujets. D'ailleurs, que se posent d'ailleurs nos téléspectateurs. Il faut le dire, ils sont très nombreux, ils sont déjà des millions maintenant. Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Je devais recevoir normalement un autre grand frère qui est arrivé, mais malheureusement un peu en retard. Dalvaris Goudiou, un grand homme d'ailleurs. Malheureusement, je ne pourrais pas le recevoir, il devait être mon expert ce matin, mais j'espère que ce sera pour lundi prochain. Plaisir de vous retrouver lundi pour une nouvelle édition de DBS Matin. Restez sur notre chaîne, l'information y est en continu. Bon week-end, au revoir.